Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse et cet avis sur le premier épisode de la dernière saison, la 8e de Game of Thrones. Évidemment, avant de regarder cette vidéo, il faut avoir vu ce premier épisode et j'espère que vous avez pu le voir dans de bonnes conditions. Et j'en profite pour remercier Molotov TV qui est sponsor de cette vidéo et qui est l'application permettant les toutes meilleures conditions pour profiter de ces épisodes, que ce soit en direct à 3h du matin le lundi en VO ou même en VF, et bien sûr quand vous le voulez en replay sur l'écran qui vous plaît. Vous trouverez un lien en description de la vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Je vous invite à juger par vous-même et je reviendrai avec quelques détails intéressants en fin de vidéo. Et un petit mot aussi avant de commencer sur toutes ces théories que j'ai l'habitude de vous proposer sur la suite des événements. Eh bien rassurez-vous que vous adoriez ou détestiez ça, eh bien ce sera à part dans une vidéo qui sera diffusée généralement le mercredi soir. Quel plaisir d'enfin retourner à Westeros. Dans l'ensemble, je dois dire que j'ai plutôt apprécié ce premier épisode qui a su enchaîner avec un certain naturel de nombreuses scènes, notamment des scènes de retrouvailles qu'on attendait tous. Alors c'est vrai par contre que certains points m'ont déçu, notamment certaines facilités qui ont pu carrément m'agacer, et puis aussi des réactions par-ci par-là m'ont un peu surpris. Bon, et si vous entendez des petits bruits de temps en temps, c'est mon chat qui se promène et qui fait des trucs bizarres. Quoi qu'il en soit, le retour en force commence dès le générique avec toute cette séquence introductive qui a été entièrement modifiée pour cette toute dernière saison. Sur les anneaux en mouvement de l'Astrolabe, on commence avec la destruction du mur par Viserion, ainsi des événements majeurs des précédentes saisons sont venus remplacer ce qu'on voyait auparavant de l'histoire de Westeros. La caméra commence maintenant juste au nord du mur pour nous montrer sa partie effondrée, et pour ce premier épisode, on découvre Last Earth, ou Âtre les confins en VF, et regardez, on distingue déjà une forme de spirale sur la colline que surplombe le château ancestral de la famille Humber, ou Omble en français, une spirale qu'on retrouvera dans l'une des scènes les plus marquantes de l'épisode. Après avoir visité Winterfell, et pour la première fois ces cryptes, qui joueront un rôle important sans doute dans cette saison, la séquence nous révèle les noces pourpres avec le lion Lannister à gauche, qui tient dans sa gueule la truite Tully, l'homme écorché Bolton à droite et le loup Stark pendu par les frais au château des jumeaux au milieu. C'est ensuite au tour de King's Landing et même des souterrains, avec une apparition de la baliste, l'arbalète géante faisant face au crâne de Balerion, la terreur noire, peut-être encore un indice avant de poursuivre sur le trône de fer pour véritablement se terminer sur la naissance des dragons sous le signe de la comète. On compte 3 jeunes dragons et un bien plus grand qui représente évidemment Daenerys. L'épisode commence avec une scène très joliment filmée de ce petit garçon qui veut absolument trouver la meilleure place pour admirer l'interminable cortège des armées de Daenerys. Il s'agit bien sûr d'un émouvant rappel au premier épisode de la série, alors qu'Arya et Bran voulaient absolument voir arriver l'équipage du roi Robert Baratheon. Le petit garçon se faufile comme Arya, elle le laisse même passer, et il grimpe comme Bran. Justement, Arya s'est faufilée elle aussi comme d'habitude et observe le passage de Jon et Daenerys. On sent une pointe de déception quand Jon ne regarde pas de son côté, mais il est logique qu'Arya ne l'appelle pas, elle ne veut pas de retrouvailles protocolaires en public, elle veut un moment plus intime avec celui qu'elle pense être encore en son demi-frère adoré. Elle semble hésiter entre surprise et méfiance en revoyant Sandor, alors que l'expression s'adoucit nettement pour Gendry. Et puis tout ça, c'est surtout une façon pour la série de jouer avec les attentes de nous, pauvres téléspectateurs, puisqu'il y a des retrouvailles qu'on attend depuis tellement longtemps, on nous titille en nous faisant attendre encore un petit peu plus. Et Tyrion ne peut retenir plus longtemps une blague sur les boules givrées, qui manque à Varys. Il faut dire que l'accueil de la population du Nord est plutôt glacial. Ah, c'est sûr, quand on regarde des deux côtés de la procession de l'armée de Daenerys, on n'est pas trop dans l'ambiance, et 1 et 2 et 3 dragons, pas de Ola ni rien, peut-être parce qu'il ne reste plus que 2 dragons, mais quand même, j'ai des doutes. Plus sérieusement, le souvenir de la folie du roi Aerys II, le père de Daenerys, est encore très présent dans les mémoires, tant il a choqué en exécutant sans pitié le père et le frère aîné de Ned, Rickard et Brandon Stark. Il semble évident aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le coin des gens avec la couleur de peau de Missandei ou vert gris. Daenerys est plutôt déçue de cet accueil, elle qui arrive comme une libératrice, comme une grande sauveuse, mais elle prend grand plaisir à voir la foule paniquer lorsque ses dragons la survolent. Et oui, il faut bien reconnaître que de manière générale, cet épisode donne plutôt le mauvais rôle à Daenerys, et la suspicion, la méfiance du Nord semble potentiellement pouvoir s'étendre à certains spectateurs, avec d'autant plus la scène de révélation de ce qui est arrivé au père et au frère de Samwell Tarly, mais j'y reviendrai. Assez logiquement, Sansa, elle aussi, se méfie de cette reine sortie de nulle part, et je dois dire que depuis quelque temps, je me suis bien ravisé sur Sophie Turner. Et oui, en revoyant de nombreux épisodes, et avec ce premier, je la trouve simplement excellente. La richesse de son expression quand elle voit passer les dragons, puis dans sa voix quand elle annonce à Daenerys que Winterfell est à elle, c'est tout simplement délicieux. On remarque Brienne et Podrick dans cette scène, mais pas plus pour le moment. Ceci dit, c'est toujours plus de temps de présence à l'écran que Fantôme, qui porte décidément bien son nom.
On sait pourtant que le loup de Jon devrait être présent dans cette 8e saison, alors j'ai une petite idée sur les circonstances éventuelles de son retour, mais je garde ça pour la vidéo théorie de mercredi, et gardez cette phrase en tête parce que je la répéterai souvent. Quoi qu'il en soit, il y en a un qui n'a pas le temps car son esprit glisse ailleurs, et c'est Bran. Déjà quand il retrouve Jon et que celui-ci remarque qu'il est devenu un homme, Bran répond « presque », pour bien souligner son statut mystique et sacré de corneille aux 3 yeux qui le met à part du reste de l'humanité. Bran apprend à Daenerys que le roi de la nuit a relevé son dragon Viserion et fait tomber le mur. Et voilà un par exemple qui fait partie des petites déceptions de cet épisode pour moi, c'est le manque d'ampleur de la réaction de Daenerys, et surtout le fait qu'on n'en reparle plus ensuite, elle va plutôt batifoler sans trop y repenser, en tout cas apparemment, alors que je m'attendais vraiment à un désir de vengeance assez brûlant chez Daenerys. Face à l'Assemblée des Seigneurs du Nord, peu de surprise, aucun n'est ravi de la décision de Jon de ployer le genou, quand décision est prise d'envoyer le petit Ned Umber récupérer ce qui reste de sa maisonnée, à Âtre les Confins, je pense qu'on s'est tous dit que ça sentait un peu le brûler pour lui. Mais franchement, on ne se doutait pas à quel point on avait raison. Et du coup, on peut dire que Tyrion, lorsqu'il se lève et tient son discours, essaie de ramasser les pots cassés, mais lorsqu'il annonce l'arrivée prochaine d'une armée Lannister, on dirait plutôt qu'il ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Sur le fond, Jon et Tyrion ont raison évidemment, et lorsque Sansa demande comment elle est supposée nourrir autant de monde, c'est certes le bon sens de dirigeant qui parle, mais aussi un indice très net que personne n'a encore vraiment conscience de l'ampleur et de l'imminence de la menace que représente l'armée des morts, sauf ceux évidemment qui l'ont déjà vu directement. Je ne pensais pas, à vrai dire, que les retrouvailles entre Sansa et Tyrion seraient aussi froides. Alors évidemment, le fait que Tyrion soit devenu la main de la reine Daenerys entre-temps doit beaucoup jouer. Alors je ne m'attendais pas à une effusion de sentiments, mais quand même, là c'est quelques blagues, mais pas plus. Et oui, outre la bonne vanne de Sansa sur la mort de Joffrey qui avait ravi tout le monde, l'essentiel dans cet échange, c'est évidemment de savoir si Tyrion a définitivement perdu son sens de l'humour. Non, bon, en fait, l'essentiel c'est de savoir si Tyrion pensait vraiment que sa sœur enverrait une armée ou pas, s'est-il fait berner ou cache-t-il quelque chose à tout le monde? Il s'agira là peut-être d'une question importante de cette saison, mais on aura bien sûr l'occasion d'y revenir. Détail qui n'en est sans doute pas un, Bran lance un regard très particulier à quelques personnes dans cet épisode, et notamment à Tyrion suite à cet échange. Je me demande ce que Bran voit à ce moment-là. Encore une fois, j'ai ma petite idée, mais on en reparlera dans la vidéo consacrée aux théories. Les retrouvailles entre Jon et Arya faisaient clairement partie des plus attendues de la série, et je n'ai pas été déçu dans l'ensemble. Elles étaient placées sous le signe de la famille, dans le bosquet sacré, avec les recommandations d'Arya qui défend à juste titre Sansa, ce qui rend la révélation à Jon de ses véritables origines d'autant plus ironique un peu plus tard, même s'il garde du sang Stark bien évidemment par sa mère Lyanna. Leur embrassade et la comparaison de leurs lames respectives sonnaient juste dans la parfaite continuité de ce qu'ils étaient l'un pour l'autre au moment de leur lointaine séparation. Arya qui répond avoir utilisé aiguille 1 ou 2 fois, voilà une réplique douce amère. Et oui, d'un côté c'est doux puisque avec elle on en sourit de cette petite blague en fait en connivence avec les spectateurs, mais de l'autre c'est assez amer puisqu'on sait qu'Arya est bien en deçà de la vérité et elle le fait pour ne pas briser l'image que Jon pourrait avoir d'elle et qu'il n'ait pas forcément conscience de tout ce qu'elle a pu traverser depuis qu'ils se sont séparés. Sachant qu'elle est devenue une tueuse capable d'actes particulièrement durs, il est émouvant de voir qu'elle tente de cultiver pour lui ce qui reste en elle de la jeune fille innocente et du garçon manqué. On remarque aussi la question apparemment anodine, enfin on ne sait pas trop, sur la dague qui a été plantée dans le cœur de Jon et qui l'a tué, mais c'est un point sur lequel je reviendrai, et oui vous avez deviné, mercredi pour la vidéo théorie. Autre petite remarque au sujet de l'intelligence de Sansa qui est vantée par Arya, on préférait que la série la démontre, la prouve plutôt qu'elle le dise, mais bon ça c'est un problème de scénario et pas du tout d'actrice évidemment. On en vient maintenant à une des parties les plus faibles de l'épisode malheureusement avec l'arrivée de Euron, de sa flotte de fer et de la compagnie dorée à Port-Réal. Dans tout ça, de mon point de vue en tout cas, il n'y a que Cersei qui conserve toujours un intérêt, ne serait-ce que pour la performance de Lena Headey, mais bon ça fait un peu juste. Au moins une personne se réjouit de la chute du mur, ce bon vieux roi de la nuit aura au moins une groupie, merci Cersei. On découvre donc Harry Strickland, capitaine de la compagnie dorée, venu avec 20 000 hommes, 2000 chevaux et 0 éléphant. Ah oui, que voulez-vous, il faut faire des choix parfois pour le budget des épisodes d'une série, on ne peut pas avoir à la fois les loups et les éléphants, bon ok là il n'y a ni l'un ni l'autre, désolé. Euron Greyjoy a donc trimballé sa nièce Yara tout le long de l'aller-retour sur le détroit, on aurait pensé qu'elle serait à fond de cale mais non, dans une cabine avec vue, attachée certes, mais on aurait pu s'attendre à pire.
Et si Euron a gardé sa nièce en vie, ce n'est pas pour la discute, comme il le dit, mais évidemment pour flatter son ego et satisfaire son sadisme. Il a besoin d'un adversaire vaincu pour être témoin de son triomphe. Le reste est malheureusement sans intérêt ou presque. On apprend que Euron a tué des mercenaires autour d'une question de tricherie au jeu. Harry Strickland semble avoir un charisme d'huître, puisque l'écriture ne fait absolument rien ressortir du personnage, et Euron reste le gros bourrin prévisible qu'il a toujours été. La scène de la chambre permet certes de souligner combien Cersei est plus intelligente que lui, elle lui fait croire qu'il est un bon amant et qu'elle apprécie son assurance, et le laisse penser qu'elle pourrait tomber enceinte. Mais que cache véritablement ce visage un peu mélancolique de Cersei seule qui sirote à peine ce verre de vin? Est-ce qu'elle lui a laissé croire qu'elle pouvait tomber enceinte alors qu'elle l'est toujours? Est-ce qu'elle a menti depuis le départ et n'a jamais été enceinte depuis la mort de Tommen? Ou alors a-t-elle perdu le bébé depuis? En tout cas, il y a du mystère. Autre chambre, autre ambiance avec une scène qu'on dirait toute droit sortie de la première saison, Bronn au lupanar. Les filles se désolent du sort subi par certains Lannister rescapés de la terrible bataille de l'épisode 4 de la saison 7, mais la surprise c'est Qyburn qui vient proposer aux mercenaires un contrat en or. Alors c'est vrai, j'avais plus ou moins deviné qu'une telle proposition serait faite à Bronn, mais je croyais que ce serait pour tuer Daenerys, alors qu'en l'occurrence les cibles ce seraient Tyrion et Jaime, et quand on y pense, ça fait du sens, c'est beaucoup plus intéressant pour le personnage, puisque s'il a déjà eu une loyauté envers quelqu'un, c'est envers ces deux-là. Et on constate que Cersei drape ses intentions du manteau de la juste vengeance au nom de la mort de Tywin, son père, puisque c'est l'arbalète que Tyrion avait utilisée qui est remise à Bronn, mais en réalité, c'est par pure haine et dépit qu'elle prend cette décision. S'ensuit la libération d'otages la plus rapide et facile de toute l'histoire de la télévision, avec Ninja Theon, ou Ninja Theon si vous voulez, qui vient récupérer Yara et qui se mange aussi un bon coup de boule au passage. Cela va sans dire, mais le coup de tête c'était bien sûr pour remercier Sion d'avoir pris la fuite la dernière fois. Franchement, dans l'ensemble, cette séquence était tellement décevante, alors je comprends la logique, je suppose qu'il y a tellement de combats dans le reste de la saison qu'on n'a pas voulu en mettre vraiment dans ce premier épisode, mais bon, le résultat à l'écran, c'est que ça en devient un petit peu ridicule de facilité. Et au final, on comprend que toute la séquence n'a pour seul but que de préparer le retour de Sion à Winterfell avec la bénédiction de sa sœur. On remarquera même la coupe de cheveux de Sion qui vient soudain nous rappeler son apparence des premières saisons avant sa traîtrise. D'un côté, c'est vrai, je suis plutôt satisfait que Sion prenne les choses en main et aille à Winterfell pour aider les Stark, en tout cas ceux qui survivent encore. De l'autre, je suis un peu déçu du rôle très secondaire que semble devoir prendre Yara, du coup, même si Sion a toujours été le fer-né le plus important dans cette histoire. Mais on verra bien, peut-être qu'on aura une surprise vers la fin de saison, peut-être qu'on en reparlera en théorie. De retour à Winterfell, enfin, on retrouve un trio de conseillers, Tyrion, Varys et Davos, et ce dernier commence habilement à avancer les pions de Jon sans même que celui-ci ne lui ait demandé. Davos verrait bien un règne commun de Jon et Daenerys, et donc une reconnaissance de Jon en tant que roi, et pas simplement comme consort de la reine. Sous couvert d'une remarque apparemment anodine sur leur âge, Varys regarde les tourtereaux en rappelant que rien ne dure et venant ainsi augurer pour le spectateur les possibles retombées des révélations qui ne tarderont plus. Pour l'instant, les préoccupations de Daenerys se portent surtout sur ces deux dragons vivants, apparemment ils n'aiment pas le Nord et ne mangent pas suffisamment. Vient ensuite une séquence très bizarre et plus j'y repense, plus je la trouve frustrante. En effet, il s'agissait enfin avec ce premier vol de Jon sur Rhaegal de nous démontrer une partie de son ascendance targaryenne, mais tout ça a été traité d'une façon qui semble un peu à côté de la plaque, malheureusement. De mon point de vue, la série a transformé ce moment essentiel qui devrait définitivement choquer les témoins en une sorte de promenade romantique avec option parc d'attractions. On aurait pu avoir cette partie d'exaltation et de joie d'un premier vol, mais il aurait fallu envelopper tout cela d'un contexte plus marquant. Et oui, Daenerys propose à Jon de monter sur Rhaegal comme si ce n'était rien du tout, comme s'il ne risquait pas de se faire bouffer ou de se casser le cou au moindre démarrage du dragon s'il n'était pas très content d'avoir un Gus sur le dos. Bref, c'est très bizarre. Elle est donc simplement heureuse et vaguement impressionnée de voir Jon y arriver, alors qu'elle devrait être complètement prise de court et même éberluée. Apparemment, quand on arrive auprès de cette cascade, Jon a emmené Daenerys dans un endroit où il avait l'habitude de chasser plus jeune. Ce sont les showrunners qui le disent, mais on fait comment pour le deviner, nous? Dans cette scène, il n'y a vraiment qu'une seule ligne de dialogue qui a attiré mon attention, mais je la conserve pour la vidéo théorie. Et quand Drogon et Rhaegal regardent les amants s'embrasser, c'est une intention comique évidemment, mais cela vient rendre l'ensemble encore plus bizarre et inapproprié aux enjeux d'ensemble et à la nature même des dragons. Et puis le simple fait que Tyrion ne tombe pas tout simplement dans les pommes en voyant Jon sur le dos de Rhaegal, c'est complètement à côté du personnage puisqu'on sait qu'il a tout lu, il a lu tout ce qu'il fallait savoir sur les dragons, il devrait donc savoir pertinemment que mis à part une histoire très particulière d'une bergère qui aurait réussi à apprivoiser un dragon, et bien de mémoire d'homme, pour monter sur le dos d'un dragon, il faut être Targaryen.
Heureusement, on revient ensuite à Winterfell pour de bien meilleures scènes dans la forge qui fonctionne à plein régime pour préparer le château et ses soldats. On remarque la lueur bleue, un peu magique, du ver dragon fondu. Et c'est donc Sandor Clegane qui vient récupérer une bonne grosse hache de bourrin en ver dragon, et je pense qu'on peut y voir un clin d'œil assez subtil, puisqu'il faut se souvenir de ces événements, à la communauté pacifiste qu'il avait recueillie alors que tout le monde le croyait mort. En effet, il tenait notamment le rôle de bûcheron pour cette communauté, il avait déjà utilisé une hache pour se venger de ceux qui les avaient attaqués. Du coup, le coup de la hache, c'est plutôt bien vu. Le face-à-face entre Sandor et Arya est assez typique de ce qu'était leur relation, et même peut-être encore plus dur que ce qu'on aurait pu penser, surtout du côté d'Arya d'ailleurs, car derrière les mots de Sandor, on sent de la fierté. Il appelle Arya une chienne, mais il faut se rappeler que lui aussi est un chien, le limier. C'est une façon de reconnaître qu'elle a appris de lui ce qu'il fallait pour survivre. Ah, y a pas à dire quel poète Sandor. Entre Gendry et Arya, on retrouve presque immédiatement le jeu des petites piques et maintenant clairement de la séduction. Maisie Williams est excellente et on a tous envie de voir ces deux-là ensemble quand tout sera terminé. Arya passe donc une commande spéciale, une sorte de lance dont la partie supérieure pourrait se détacher pour en faire une dague. Elle a compris qu'elle aura besoin d'allonge, mais aussi de pouvoir frapper vite au corps à corps. Mais bon, on peut se demander, est-ce qu'elle sait au moins que sa dague d'acier valyrien est efficace pour tuer les morts vivants? On aurait pu lui dire. Entre Sansa et Jon, encore de la tension, cette fois autour de Robert Glover qui annonce par corbeau qu'il refuse de suivre Jon maintenant qu'il a reconnu le pouvoir de Daenerys. Une question poursuivie avec grande efficacité dans la rencontre de Sam avec la Reine des Dragons. Très logiquement, elle cherche à remercier le guérisseur de Ser Jorah, mais de fil en aiguille, Sam apprend la mort terrible de son père et surtout de son frère, pour qui il avait bien plus d'affection. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que John Bradley West, l'interprète de Sam, est tout simplement magistral dans cette scène. Il passe d'un registre à l'autre avec beaucoup de naturel, et il continue de faire de Sam l'un des tout meilleurs personnages de la série. En prenant congé, il tombe sur un Bran toujours plus dérangeant dans son attitude. Bran affirme qu'il attend un vieil ami et on comprendra ensuite qu'il parlait alors de Jaime Lannister. Surtout, il pousse Sam à révéler la vérité à Jon, seul à seul, tout de suite. Comme il se doit pour un retour aux origines, c'est dans la crypte de Winterfell que Jon va enfin apprendre la vérité sur sa naissance. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dès le départ, cette révélation se mêle d'un discours sur l'empathie et la capacité à devenir un bon souverain, une capacité qui ferait défaut à Daenerys et dont Jon aurait déjà fait preuve à maintes reprises. Voilà de quoi semer le doute dans l'esprit de n'importe qui, que ce soit nous, un téléspectateur, ou celui de Jon, à tel point qu'il semble ne pas avoir pris conscience alors que du coup Daenerys est sa tante. En effet, il pense d'abord au mensonge de Ned Stark, pour se protéger incertainement, puis au fait que déclarer son droit serait une forme de trahison envers Daenerys. On en vient aux deux séquences finales de cet épisode, ils sont toutes les deux très réussies de mon point de vue, et très prometteuses pour la suite. Celle du château de la maison Humber d'abord semblait toute droit tirée d'un film d'horreur et plutôt bon en plus. Je passe sur les retrouvailles un peu humoristiques et le yeux bleu de Tormund pour insister sur le choc visuel de cette terrible mise en scène. Le pauvre petit Ned Humber cloué au mur au centre d'une spirale de membres, la vision de base déjà était terrible, mais quand ensuite il s'enflamme sous le coup de Beric, j'avoue qu'on passe à la vitesse supérieure, de quoi donner des cauchemars à certains. Mais attention, pas uniquement des cauchemars, aussi une source de réflexion, notamment pour les tarés comme moi, puisque cette spirale ressemble étrangement, surtout quand elle est enflammée comme ça, au symbole de la famille Targaryen. Alors c'est assez bizarre, puisque cette spirale des enfants de la forêt existe depuis bien plus longtemps, bien avant que la famille Targaryen ou même que Valyrian existe, mais bon, ce sera sans doute l'occasion de reparler dans la vidéo théorie de mercredi. Enfin, à l'aube, le vieil ami de Bran arrive, et il est reçu par l'accueil le plus flippant qu'on puisse imaginer, je pense. J'adore Jaime Lannister, clairement lui aussi l'un des tout meilleurs personnages, et j'ai hâte de voir la suite, même si je suis un peu étonné qu'il arrive apparemment totalement seul, sans avoir tenté de lever la moindre troupe au passage. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, la façon la plus confortable et la plus efficace de regarder Game of Thrones, c'est de passer par Molotov TV pour prendre un abonnement à OCS, qui est le diffuseur officiel de la série en France. Sur OCS Go par exemple, il y a de nombreux contenus qui me plaisent, des séries très connues, mais aussi des nouveautés comme Warrior, inspiré par un synopsis de Bruce Lee, une pépite comme Banshee, ou encore de l'originalité avec Future Man. Dans un autre style, il y a la série Irresponsable, clairement pour moi la série française la plus drôle depuis Kaamelott. Ce n'est pas tout puisque de nombreux films sont diffusés et souvent de qualité comme Captain Fantastic par exemple. Molotov est une application gratuite, qui a aussi des versions payantes, et qui propose une meilleure interface de base que celle d'OCS et des tas de possibilités supplémentaires pour profiter de toutes les chaînes de télé en général. Outre OCS, Molotov permet de trier de façon ultra efficace les programmes de toutes les chaînes avec une interface intuitive et une grande facilité pour repérer des émissions en fonction de vos centres d'intérêt. Et ce n'est pas tout, loin de là, puisque Molotov permet de programmer l'enregistrement de n'importe quel programme auquel vous avez accès,
et pour cela on a 150 heures d'enregistrement disponibles dans le cloud, et je trouve que c'est juste magique. Et petite cerise sur le gâteau, vous pouvez évidemment passer les publicités sur la barre de lecture des programmes que vous avez enregistrés, et c'est assez génial. Alors bon, ok, je sais, justement je suis en train de vous faire une pub, mais au moins je suis sincèrement convaincu de la qualité de cette appli que j'utilise personnellement, et vous trouverez un lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé, jetez-y un œil. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, c'est quand même assez étonnant, eh bien je vous conseille plutôt de le faire, de vous abonner, sinon eh bien, vous vous retrouverez peut-être un soir cloué au mur de votre garage entouré d'une spirale de chambre à air, et oui, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Cette petite menace étant faite, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!